Bonjour à tous. Je vais vous présenter un cas clinique d'un patient diabétique suivi en consultation en cardiologie. Donc c'est Monsieur M, un patient qui a 52 ans, qui est adressé en consultation de cardiologie en 2010 par son médecin traitant. Il a comme antécédent un diabète découvert en 2000 sur un bilan systématique, traité par metformine, et une HTA traitée par IEC. À l'examen clinique, c'est un patient qui a un IMC à 28, il est en surpoids. Il a une tension qui est contrôlée à 120/80. Il n'a pas de symptômes. L'examen clinique est sans particularité. Et sur le bilan biologique, il a une hémoglobine glyquée à 7%, un LDL à 1,6 g par litre. Voici son ECG qui est sans particularité, il est normal. Une scintigraphie myocardique a été réalisée il y a quelques semaines avant la consultation et ne retrouve pas d'ischémie. Au total, on a un patient qui a 52 ans, un diabète qui évolue depuis 10 ans, traité par metformine, contrôlé, une HTA traitée, une dyslipidémie, un patient asymptomatique sans ischémie myocardique documentée. On se retrouve devant la situation d'un patient adressé dans le cadre d'une prévention primaire. Ce que disent les recommandations de l'ASC, c'est qu'il est important d'évaluer le niveau de risque cardiovasculaire. Sont considérés les patients à très haut risque, les patients diabétiques avec une maladie cardiovasculaire, ou plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire, ou un diabète de type 1 évoluant depuis plus de 20 ans. Les patients à haut risque sont ceux avec un diabète évoluant depuis plus de 10 ans, sans atteinte d'organes, avec moins de 3 facteurs de risque cardiovasculaire. Et les risques modérés sont les patients jeunes, avec un diabète évoluant depuis moins de 10 ans, sans autres facteurs de risque. Dans notre situation, le patient est à haut risque cardiovasculaire. Pour les objectifs du LDL, les patients à très haut risque ont un objectif inférieur à 0,55, les patients à haut risque inférieur à 0,70 et pour les risques modérés inférieurs à 1 g. L'utilisation de l'aspirine est assez discutée dans le cadre de la prévention primaire. Plusieurs études dans la littérature révèlent une réduction des événements cardiovasculaires au profit d'événements hémorragiques. Dans les recommandations, les patients à très haut risque ou haut risque cardiovasculaire, l'utilisation de l'aspirine peut être envisagée en l'absence d'événements de contre-indication. Et pour les patients à risque modéré, l'utilisation n'est pas recommandée. Le patient revient en consultation quelques années après, en 2013. Le diabète évolue depuis 13 ans, il est traité toujours par metformine. Le patient a continué à prendre du poids, il est maintenant en obésité modérée avec un IMC à 31. Il a une HTA qui est traitée, équilibrée et une dyslipidémie traitée par statine. Depuis 15 jours, il rapporte une douleur thoracique au moindre effort, raison pour laquelle il est adressé en consultation. Le patient a été mis sous aspirine, bêta-bloquant et patch de nitré. À l'examen clinique, la tension artérielle est normale, l'ECG est non modifié. Il est décidé de l'hospitaliser en cardiologie. Une coronarographie est réalisée, révélant une lésion monotroculaire de l'IVA traitée par angioplastie. Le patient sort sous bien antiagrégation plaquettaire, metformine, ramipril, bêta-bloquant et statine. Actuellement, il se situe en prévention secondaire à très haut risque cardiovasculaire. Il est perdu de vue, puis il revient en consultation en 2018. Il a 60 ans. Il a continué à prendre du poids. Il a maintenant un IMC à 38 avec une obésité sévère. Le diabète continue d'évoluer. Il est traité par metformine et insuline, mais il avoue avoir une mauvaise observance. Il a une hémoglobine glyquée à 10,7%. Une HTA traitée et une dyslipidémie traitée par statine. Son diabète a évolué et c'est compliqué. Il a eu un infarctus pris en charge dans un autre hôpital avec une FEVG à 40% et une akinésie entérosepto-apicale. Une AOMI avec une angioplastie de l'artère poplitée droite en avril 2018. Une neuropathie, une néphropathie et une rétinopathie. À l'examen clinique, la tension artérielle est correcte. Il rapporte toutefois une dyspnée NYHA2. Le patient est traité par aspirine, bêta-bloquant, IEC, metformine et Lantus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ce patient en 2019 ? Un patient qui a un diabète évoluant depuis plusieurs années, multicompliqué, à très haut risque cardiovasculaire. Ce que disent les recommandations pour le traitement du diabète de type 2 dans les recommandations de l'ASC, c'est que la metformine est indiquée pour les patients à risque cardiovasculaire modéré ou nul en surpoids. Les nouveaux traitements inhibiteurs du SGLT2 ou agonistes du GLP1 réduisent les événements cardiovasculaires et la mortalité et sont maintenant indiqués en première ligne pour les patients à haut et très haut risque cardiovasculaire, en monothérapie ou en association avec la metformine lorsque celle-ci est déjà initiée. Donc en conclusion, il est nécessaire d'évaluer le risque cardiovasculaire pour adapter les objectifs thérapeutiques.
La place de l'aspirine en prévention primaire est discutable, elle n'est pas systématique. La metformine est recommandée pour les patients diabétiques en surpoids à risque modéré ou nul. Et les nouveaux traitements antidiabétiques inhibiteurs du SGLT2 ou analogues du GLP1 sont maintenant indiqués en première ligne pour les patients à haut et très haut risque, du fait d'une réduction des événements cardiovasculaires et de la mortalité, avec comme perspective à l'avenir une prescription, une initiation de ces traitements par le cardiologue en consultation. Je vous remercie de votre attention. Merci Androula. Des questions pour Androula Procopi? On touche déjà du doigt les difficultés qu'on va avoir à utiliser certains médicaments. Agnès, tu veux nous dire un mot? Metformine, première intention, on ne discute pas beaucoup. Le niveau de preuve est quand même... on n'a pas des grands essais randomisés pour la metformine. Mais... Non, on n'a pas des grands essais randomisés, mais on a quelques arguments qui viennent surtout de l'UKPDS. Et dans la mesure où c'est pas cher, c'est comme ça, c'est pas trop mal toléré. C'est vrai que même la Société francophone de diabétologie continue à le préconiser quand même en première intention, même chez les patients en prévention secondaire, en rajoutant l'analogue GLP1 derrière, quoi. Là, ce qui est surprenant sur le cas clinique, c'est qu'il finit par avoir toutes les complications du diabète, alors que c'est le diabétologue qui parle. On ne dit jamais qu'il a été franchement mal équilibré. Initialement, il avait une hémoglobine à 7%, et puis lorsqu'il revient en consultation de cardiologie, on n'a pas forcément... les HbA1c. Voilà, c'est ça. Parce que pour développer une rétinopathie, une néphropathie, il faut quand même 9% d'HbA1c pendant au moins 10 ans. Et c'est presque un cas clinique facile par rapport à ce qui va être abordé tout à l'heure, c'est qu'à la limite, il y a presque une indication diabétologique là, de l'analogue GLP1, alors que ce qui devient, pour les diabétologues, un changement de paradigme, vraiment, c'est que l'indication ne va plus être diabétologique. Oui, donc on va voir ça. Nous, on a l'habitude de ça. Oui, vous avez l'habitude, nous non. Question pour Androula. Mathieu? Juste sur le cholestérol, il a dit la cible à 0,55. Je trouve ça toujours quand même très très dur à atteindre. Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas leur prescrire à tous des étrols en plus, enfin des étimib en plus de la statine pleine dose? Parce que en consultation, on arrive exceptionnellement à atteindre moins de 0,5 sans des anti-PCSK9. Qu'on n'a pas non plus. Qu'on n'a pas non plus. Si, probablement qu'il faut déjà initier dès le départ l'association de les-étrols avec les statines. Alors, oui, mais si je peux vous reprendre tous les deux, c'est pas l'algorithme des recommandations européennes, hein, on est d'accord avec ça, hein, qui dit on fait statine et on voit en 2 temps. J'avais une question ici. Oui, Louis Côté, je suis diabétologue à Bichat. Moi, j'ai juste un mini plaidoyer pour la metformine, là, pour conclure ce que disait Agnès. L'ESC a un peu enlevé la metformine en première ligne, mais il faut rappeler que toutes les études qui ont montré que les analogues GLP1 ou les inhibiteurs GLP2 étaient efficaces étaient en add-on de la metformine. Donc, bon, voilà, c'est l'enlever comme ça et la mettre sous le tapis de façon aussi radicale me paraît un peu prématuré. Il faut se rappeler. Et quel seuil de fonction rénale vous gardez pour metformine On le garde beaucoup plus qu'avant. On diminue la dose à moins de 60 et on l'arrête à moins de 30. Najib? Juste une observation concernant les médicaments et l'éducation thérapeutique, parce que c'est vrai qu'on a du mal à atteindre 0,55 sans bithérapie, mais d'un autre côté, moi je trouve qu'on a beaucoup de mal à faire adhérer les patients au projet. Il faut déjà qu'ils prennent ce qu'on leur prescrit. L'infarctus du myocarde notamment, peut-être qu'il a thrombosé son sel parce qu'il n'a pas pris les antiagrégants, et je trouve qu'en consultation, on est mal à l'aise et on manque de temps pour les éduquer. Parfois, j'essaie de plus en plus de les envoyer en réadaptation pour les éduquer. Je ne sais pas ce que font nos collègues diabétologues, mais on a un patient comme ça depuis 13 ans, il continue de prendre du poids, il ne fait pas le régime probablement, il ne prend pas ses traitements. Donc, qu'est-ce que vous faites en diabétologie pour ces patients? C'est l'approche de l'éducation thérapeutique. Ça s'appelle de l'écoute active, des questions ouvertes, travailler sur... Voilà. Mais dans la vraie vie, c'est ça. Dans la vraie vie, on est comme vous. Il y a des patients qui, petit à petit, adhèrent au traitement, se mobilisent. Il y en a qui ne se mobilisent que quand ils ont fait une complication grave. Et puis, il y en a qui se mobiliseront jamais parce qu'ils ont d'autres préoccupations dans la vie et qu'on a du mal. Mais c'est beaucoup de consultations longues, ce qui ne vous ressemble pas. Nous, on fait un peu beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas ceux qui ne se soignent pas en essayant de les faire bouger psychologiquement, quoi. Et parfois, le fait de rajouter, je ne sais pas quelle est votre expérience, le fait de rajouter un médicament pour atteindre un objectif peut être contre-productif.
Je ne sais pas si c'est votre Ben, expérience. en tout cas, on est obligé de travailler sur la représentation des médicaments et en particulier les statines. En fait, on y arrive beaucoup plus quand on est dans un rapport de confiance. Finalement, c'est ça qui souvent permet au patient de prendre son médicament. C'est quand il nous connaît depuis longtemps et que finalement, malgré toutes les campagnes, on lui dit mais si c'était moi, je la prendrais. Et dans le rapport de confiance, je trouve que c'est ça qui marche le mieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues. Ouais, donc, pareil, mais pour suivre beaucoup de patients, il y en a, j'ai mis des années, ils ont bougé, j'en ai quelques-uns en tête qui planaient à 10%, 10%. Et puis à un moment, et c'est pas forcément, et je pense pas que ce soit moi particulièrement, il y a eu un déclic. Et ce déclic, je l'ai accompagné. Je sais qu'il y en a un, on a mis sous pompe alors que c'était pas forcément une indication au départ. Enfin, des choses comme ça et qui sont arrivés à c'est entre 7 et 8%. Il y en a quelques-uns. Mais bon, je sais pas, et tous ne sont pas encore comme ça. Hein. Mais ça a pris du temps, chaque fois. Sur la statine, je trouve que le premier cap, c'est déjà d'accepter de la prendre. Et puis après, une fois qu'ils la prennent régulièrement, on appelle ça ritualiser la prise aussi. C'est dire, finalement, maintenant que vous en prenez une, tant qu'à faire, il faudrait qu'elle soit efficace. Donc petit à petit, on monte la dose. Enfin, on y va comme ça. Et après, oui, mettre une bithérapie, pourquoi pas. Louis, tu dirais quoi ? Non, je suis tout. Moi, je reviens sur la réadaptation. Je trouve que c'est vraiment, en cardio, c'est quelque chose qui marche très bien parce que les gens, ils ont une vraie prise en charge. Et il y a une indication pour ça en diabéto ou c'est... Parce qu'en fait, lui, on n'a pas l'impression non plus qu'il bouge beaucoup, ce monsieur. Oui, alors, il y a des... On vient d'en parler hier, c'est drôle ce que tu dis, parce que pour la grande obésité, maintenant, il y a des... On peut les envoyer dans des endroits où il faut qu'ils acceptent d'être hospitalisés 6 semaines avec de la diététique, de l'activité physique, etc. Et en fait, on en parlait avec Cécile Fiangera hier, il y a certains centres maintenant qui prennent les patients diabétiques de type 2 aussi pour ça. Mais il faut que le patient accepte d'être quelque part enfermé 6 semaines pour ça. Mais ça, c'est sûrement beaucoup plus... Et puis, pas très loin de Paris, dans un endroit moins sexy que les cures thermales qui ne marchent pas en général. Mais donc, c'est quand même un patient qui est déjà dans une démarche de changement de comportement. Mais c'est possible. Mais il y a l'activité physique, c'est comme de la réadaptation parce qu'il y a des centres, par exemple, il y a un moment, on envoyait les patients à Forcy. Moi, tous les patients qui sont allés à Forcy, ils ont fait le pressing pour y aller auprès de leur médecin traitant. Ils ont perdu, 300 grammes là-bas ou 3 kilos, ça dépend des gens, et puis ils les ont repris direct. En fait, le plus performant, c'est l'activité physique, tu as raison. Et actuellement, j'ai vu un patient revenir de Villiers-Saint-Denis, ils ont mis en place un programme et ils l'ont remis, il avait 70 ans, il était obèse, et ils l'ont remis à l'activité physique et il continue à la sortie de Villiers-Saint-Denis, très motivé. Donc il n'a pas maigri parce qu'il a pris beaucoup de muscles et le diabète était beaucoup mieux contrôlé, donc ça a l'air d'être performant à Villiers-Saint-Denis. Et aux Trois Soleils aussi, ils font ça maintenant.